À votre écoute, passion, partage, bonheur, vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis de Radio Cité, merci la vie, cette émission à laquelle vous êtes fidèles et je vous en remercie. Pour la petite histoire, je vais vous dire un peu ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Il y a bientôt 3 ans, j'étais au Cercle des dirigeants d'entreprise et la présidente Tenza Testa-Yegi, que je salue par la même occasion, m'a dit « Michel, tu ne pars pas de là sans que tu ailles discuter avec ce monsieur. » Ce monsieur, il est en face de moi aujourd'hui. Depuis ce temps-là, c'est moi qui pourrais dire merci la vie parce qu'il s'est passé des choses sympas ensemble et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. C'est monsieur Vincent Soubilla que j'ai en face de moi. Bonjour monsieur Soubilla. Bonjour Michel. En 2 mots, si je vous dis merci la vie, qu'est-ce que ça évoque en vous? Comment cela résonne en vous? Alors ça résonne de façon très vive parce que je trouve que ce mot finalement très simple en 5 lettres a une résonance toute particulière. C'est un mot qu'on ne dit probablement pas assez, mais qui est essentiel. Et ça je le pratique, ou je m'emploie à le pratiquer sur un plan privé comme professionnel, celui de savoir dire merci la vie de manière générale, mais merci à celles et ceux qui la rendent belle et qui illuminent notre quotidien. Je pense que l'aptitude à valoriser, la capacité à faire montre de reconnaissance, c'est un moteur essentiel dans l'existence. Ma meilleure moitié, mon épouse, me dit parfois que mais elle le dit en me taquinant, j'imagine, et avec affection, j'espère, mais que je remercie trop, et je me dis, on ne dit jamais assez merci. Parce que finalement, dans la communauté d'humains que nous sommes, eh bien, il faut savoir remercier. Et puis, ce que je dis aussi dans un cadre, alors cette fois plus professionnel, notamment à mon équipe, c'est autant on peut être dans la valorisation de l'effort, dans la reconnaissance de la qualité de la prestation qui est menée, autant cela rime aussi avec une certaine forme d'exigence. Et donc, moi qui crois intimement dans les mérites encadré, mais disons d'une certaine méritocratie, je pense que de savoir soutenir et remercier lorsque les choses sont bien faites, eh bien c'est aussi ce qui nous permet d'être exigeants en termes de qualité. Donc oui, un mot qui m'est très cher, Michel. Est-ce qu'il y a un exemple concret de ces dernières, là on va se lancer à la louche sur les dernières 48 heures, où vous vous dites, ouah, là j'ai vécu quelque chose de superbe, ça me donne, ça me motive, et si mes contemporains pourraient le vivre aussi, je serais content pour eux. Moi, j'ai la conviction que le bonheur, il est un peu comme un tableau, c'est-à-dire qu'il se compose par touches successives et qu'il faut avoir l'aptitude de saisir l'instant. J'ai fait l'acquisition récemment d'un dessin de Ben, qu'on connaît bien, qui dit en 2 mots ou 3 l'instant présent, et sur un beau fond bleu, et ça caractérise aussi ce qui est un peu ma philosophie, c'est-à-dire qu'il ne faut certainement pas faire abstraction du passé sur lequel on construit les fondations, ni même de la capacité à se projeter dans l'avenir, c'est essentiel. Si on veut savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, mais en même temps, il faut avoir faut que, c'est plus simple à dire qu'à pratiquer, mais disons, dans la mesure du possible, il faut avoir cette conscience du présent pour pouvoir justement le savourer, ne pas perdre son temps à le gagner, comme on dit, je parle moins de la composante financière que de cette course que je vis aussi, parce que mon quotidien est souvent un peu un marathon en sprintant. Mais tu m'interrogeais sur un moment précis, il y en a un grand nombre au cours d'une même journée. Je reviens ici où l'on se trouve, à la Maison de l'Économie, le siège de la Chambre de commerce, pour ce bel interview. Merci encore. Ben voilà, merci Michel de me tendre le micro. Et j'étais en vélo sur les quais, un jour radieux aujourd'hui, inondé par un soleil estival, cette vue imprenable sur la rade qui s'articule autour du jet d'eau, et puis en point de mire le Mont Blanc que j'ai gravi l'année dernière d'ailleurs, toit de l'Europe, et j'observais ce paysage et j'ai dit merci. Merci la vie. Parce que il faut probablement, il faudrait en tout cas avoir cette capacité à reconnaître ces instants précieux, volés parfois, de bonheur, où on peut être dans une logique contemplative, en disant, mais on lève le nez du guidon au propre et au figuré, et autour de soi on se dit mais merci, parce que les choses pourraient être toujours tellement pires.
Alors je vous ai vu sur plusieurs photos justement sur un vélo, d'autres avec des lattes, des skis pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot latte. Donc vous êtes quelqu'un qui est assez proche de la nature. La nature, on n'en parle passablement aujourd'hui. Et je pense que, vous ne l'avez pas encore dit, je le dirais pour vous, vous avez une certaine responsabilité puisque vous représentez 2400 entreprises à Genève. Aujourd'hui, quand on parle nature, on parle objectif du développement durable également. Est-ce qu'à votre avis, les entreprises, ces 2400 entreprises en tout cas, sont sensibilisées par cette nouvelle donne pour retrouver, je dirais, une dynamique naturelle un petit peu meilleure que ce qu'on est en train de subir quelque part aujourd'hui? Est-ce que ces entreprises, vous avez le sentiment qu'elles sont conscientes de ça et qu'elles se mettent à l'œuvre? Alors j'ai la conviction que c'est le cas, et puisque vous évoquez les objectifs de développement durable, dont l'objectif numéro 17, qui est celle du partenariat public-privé pour la mise en œuvre de ces objectifs, auxquels la Chambre de commerce s'emploie, puisqu'on est pionnier en la matière, moi je pense que la prise de conscience, elle s'est très largement opérée. Elle s'est opérée en particulier ici en Suisse et à Genève, où on a un tissu économique qui est très dynamique, qui, je tiens à le souligner, en cette période de crise sans précédent, a fait preuve à la fois de résilience et d'agilité, qui sont les deux piliers de l'entrepreneuriat, mais qui, et la crise sera un accélérateur en la matière, eh bien, ont très largement intégré le fait que si l'on veut construire l'après, eh bien, il faut tirer des enseignements, y compris en termes de durabilité. Et je pense que la crise, là aussi, elle a mis en exergue la nécessité de déployer des logiques de proximité, de valoriser une philosophie aussi de solidarité, ça rime. Donc moi, j'ai cette conviction. Tout dépend ensuite de la façon dont on l'articule. Vous le disiez, le contact avec la nature, il est absolument clé. Ça, c'est la composante écologique ou environnementale, en tout cas, du développement durable. Mais le développement durable, on l'oublie parfois, c'est un triptyque. Il a une dimension sociale, et puis il a aussi un sous-jacent qui est économique. Et toute la difficulté de l'exercice, c'est d'articuler ces trois pointes du même triangle pour faire en sorte qu'on arrive, et ça c'est aussi un des objectifs que la Chambre de commerce, du haut de ses 155 ans d'histoire, s'emploie à dérouler, c'est qu'on arrive à les concilier avec parfois des arbitrages qui sont très difficiles. Tu évoquais le vélo, que je pratique, la petite reine, au quotidien. Ça ne m'empêche pas de considérer qu'il faut qu'on ait suffisamment d'espace sur les chaussées pour y laisser passer les transports professionnels, qui peuvent être électriques par ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans ce débat qui est assez polémique. Donc dans la vie, tout est question de mesure, mais avec effectivement un impératif qui est celui d'une évolution, parce que notre planète, on en a qu'une, on en perçoit les limites au quotidien, il faut en prendre soin, il faut savoir là aussi dire merci. Alors dans les entreprises, il y a quelque chose qui naturellement se développe quand on est créateur d'entreprise, c'est qu'on est un créatif. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises en ce moment face à cette mouvance qui sort un petit peu des chemins battus dans le cadre des ODD, est-ce que ces entreprises sont suffisamment créatrices pour se reconvertir pour certaines sur ce que je pense moi être un marché novateur et qui permet de nouvelles débouchés? Est-ce que ces entreprises ont cette créativité de façon induite dans leur comportement? Alors là aussi, j'en suis persuadé, mais la créativité, elle ne se décrète pas. Et pour ce faire, il faut que, très schématiquement, on puisse en constituer des paramètres. Il faut en d'autres termes qu'il y ait un écosystème qui lui soit favorable. Et je pense qu'à ce titre, la Suisse est un terreau ou un terrain particulièrement fertile. C'est d'ailleurs une des missions de notre institution, c'est de veiller à ce qu'on appelle les conditions cadres, c'est-à-dire des paramètres qui peuvent être fiscaux, qui peuvent être liés justement à des considérations énergétiques, eh bien, qui est suffisamment d'incitatifs pour libérer ces énergies créatrices, pour faire en sorte que les entrepreneurs sortent de ce carcan et finalement puissent mettre à exécution ce que sont des projets qui tiennent compte de cette composante de durabilité. On a créé ici au sein de la Chambre, et notre Conseil économique est un des organes de gouvernance, un groupe de réflexion mais aussi d'action en matière de durabilité. L'objectif, c'est de pouvoir adopter des propositions extrêmement concrètes à l'endroit des entreprises de façon à ce que celles-ci adaptent leur modèle d'affaires pour intégrer ces paramètres. Et on observe autour de nous des exemples qui sont extrêmement parlants. D'abord dans la gestion
énergétique, notamment des entreprises. On a vu des mutations spectaculaires. Et là, Genève est pionnier des institutions qui sont parfois décriées pour les nuisances indirectes qu'elles peuvent générer, comme l'aéroport, est un vrai premier classe en matière, par exemple, d'énergie solaire. Et des exemples, on en a ici à l'appel. Pour ce, il faut que vous ayez un sous-jacent, je m'exprime ainsi, suffisamment solide. C'est-à-dire que souvent, aux yeux des entrepreneurs, et là les mentalités évoluent, la dimension durabilité, elle est conçue comme un objectif additionnel à atteindre. Ensuite, si vous voulez, de la pérennité de l'outil de travail. D'abord, il y a des salaires à payer, il y a des loyers à assumer, etc. Mais encore une fois, pour revenir à ta question initiale, oui, on voit une mutation s'opérer, le changement de paradigme qui va être accéléré par la crise s'opère, mais tout ça est un processus qui effectivement prend un certain temps. Donc je suis peut-être trop romantique, habitant Versoix, d'avoir eu un moment de silence pendant quelques mois en n'ayant plus d'avion au-dessus de ma tête. Je ne crois pas que ce soit du romantisme. Je crois que tout le monde, et en particulier les riverains, j'ai eu l'occasion de le dire lors de l'un ou l'autre débat public en lien avec des votations, tous les riverains, et je pense à nos amis de Versoix qui souffrent des nuisances sonores générées par le trafic aérien, eh bien, aspirent à davantage de sérénité. Mais là, ma conviction de défense de l'entrepreneuriat, c'est que, et on l'observe déjà, l'industrie aéronautique, ça ne sera pas d'un claquement de doigts, mais évolue vers des avions qui aujourd'hui non seulement sont moins gourmands en kérosène, c'est déjà très largement le cas. Vous avez vu que c'est en Suisse que le premier avion, alors c'est un petit modèle, mais à portage électrique, a fait son vol inaugural la semaine dernière, mais aussi des avions qui justement génèrent moins d'externalités, y compris sonores. Donc ça, c'est une évolution à laquelle il faut se préparer et pour laquelle il faut qui doit être encouragée à la fois par les publics et puis par les pouvoirs publics et puis par des organisations de soutien à l'économie comme la Chambre de commerce. Donc il est évident qu'il y a une inertie dans tout ça en termes d'économie, en termes énergétiques, en termes économiques. Donc ça va prendre du temps. Mais à votre avis, on est sur le bon chemin? Parce que certains ont peur qu'on retourne en arrière. On ne peut pas retourner en arrière. Je crois qu'on a fait des erreurs. Par contre, il y a des erreurs, effectivement, que si on refait, c'est plus des erreurs, ça devient des fautes. Donc je crois que c'est là où finalement, il y a des paramètres que l'on doit un petit peu réviser, chacun, l'entreprise aussi, en disant les erreurs que j'ai faites ne doivent absolument pas devenir des fautes. Donc je dois être créatif. Vous avez tout à fait raison. Et ça se fait de façon parfois un peu empirique et même très pragmatique à petite échelle. Dans l'exemple, vous avez encore quelques bouteilles d'eau là sur la table. Elles doivent disparaître tout bientôt, elles vont être remplacées par des fontaines à eau parce que l'eau de Genève, non seulement est de bonne qualité, mais c'est une façon, à notre très modeste échelle, Chambre de commerce, ce sont 30, j'ai mis un zéro trop employés, mais d'une structure privée. Moi, je ne touche pas un seul centime, donc je suis aussi, comme chef d'entreprise, responsable de la bonne tenue financière de notre maison, mais pour nous, le paramètre environnemental, il est important. Donc, ce type de petites mesures incrémentales, eh bien, en font partie. Donc, encore une fois, je pense que chacun à son échelle, et oui, ça prend du temps et on souhaiterait que les choses parfois puissent aller plus vite, eh bien, a un rôle à jouer. Et je crois que les Suisses sont très conscients des enjeux. Vous évoquiez la nature tout à l'heure, on y est confronté au quotidien. J'ai la chance d'emmener mes enfants ce week-end sur la langue du glacier de l'Aletsch, qui est le plus grand d'Europe, patrimoine mondial de l'humanité, dont chacun a pu mesurer avec d'autres glaciers eh bien, à quel point il a rétréci. Et ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent des eyes openers. Ça nous ouvre les yeux sur une réalité très tangible. Je fais effectivement un peu de montagne. Et le réchauffement climatique, contrairement à ce que prétendent certains de l'autre côté de l'Atlantique, ça n'est pas une fable ou de la mythologie. C'est une réalité qui touche particulièrement un pays comme le nôtre. Donc des mesures doivent être prises. Ce que je plaide, moi, c'est pour sortir d'un discours qui soit trop dogmatique. Et je pense que l'économie, et vous le mentionniez tout à l'heure, elle doit être associée au processus. Pourquoi ? Parce que l'économie, c'est un moteur de création de richesse, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen, mais surtout parce que l'environnement ouvre des perspectives économiques insoupçonnées. On dit que de la green economy, tous les emplois qui pourront être générés en matière, ils se chiffrent en plusieurs millions à l'échelle planétaire. Donc il y a là une véritable carte qui doit être jouée, et je pense que la Suisse et Genève sont bien positionnés.
On est sur le bon chemin, monsieur Vincent Soubilla qui nous dit qu'il fait un petit peu de montagne. Je vous rappelle qu'il y a quelques minutes, il nous disait qu'il s'est fait le Mont Blanc. Heureusement qu'il n'en fait pas beaucoup parce qu'on ne le verrait plus à Genève. Je me rappelle qu'on a vécu de beaux moments ensemble. J'espère qu'on va pouvoir les renouveler dans l'avenir. On va conclure là-dessus. Je ne peux m'empêcher que de dire encore une fois merci la vie et puis aussi merci à Enza qui nous a présenté il y a quelques années. Monsieur Soubilla, je vous remercie d'avoir pris un peu de temps. Belle fin de journée, à tout bientôt. Merci la vie. Merci Michel, à Enza également, et merci la vie, et n'oublions pas que dans la vie, et c'est ce qui me guide, eh bien, il faut vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie, et c'est ce qui nous permet de lui dire merci et l'enthousiasme en restant le meilleur des carburants. À bientôt.